En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son ex-conjoint ou de son ex-conjoint, soit 136 en 2024, 103 à fin août 2025. Cette intolérable vérité s'adosse sur d'autres constats amers. 282% d'augmentation des violences sexuelles entre 2017 et 2023, 54% commises dans la sphère familiale, financement insuffisant de la politique de lutte contre les violences sexuelles. Bien que légitimes et compréhensibles, les volontés associatives de reconnaissance législative du crime de féminicide se heurtent aux obstacles constitutionnels, faisant en outre émerger des effets parfois contre-productifs plutôt inattendus. Au constat de ce qu'elles ont dénoncé relevé d'une législation morcelée et incomplète, plus de 60 associations et organisations syndicales ont sollicité du législateur l'adoption de 140 mesures insérées dans une loi cadre susceptible d'enfin lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Si l'Assemblée nationale a adopté le 28 janvier 2025 la proposition de loi visant à créer l'infraction pénale de contrôle coercitif, définie comme une forme particulière de violence psychologique, inspirée notamment de la définition jurisprudentielle de schéma de conduite calculée, l'insertion de l'infraction spécifique de féminicide dans le code pénal s'entend un combat nettement plus ardu. Ainsi, le rapport parlementaire d'information, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, du 18 février 2020, a relevé plusieurs obstacles juridiques majeurs, inchangés hélas depuis. Tout d'abord, l'absence de définition unanime du féminicide. Celui-ci peut résulter d'une typologie hétérogène de mobile, tirée soit de l'appartenance de la victime au sexe féminin, soit du principe de domination patriarcale, voire d'une théorie masculiniste mortifère du type MGTOW, Men Going Their Own Way. Cet hétéroclisme s'entend également de l'attribution de la qualité de victime, notamment au sein du couple lesbien, par exemple. Deuxièmement, la rupture du principe constitutionnel d'égalité défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'infraction autonome de féminicide serait probablement inconstitutionnelle au motif que cette infraction criminelle ne considérerait pas les auteurs et les victimes de manière neutre et égale. Selon le législateur, le principe de neutralité universelle ne saurait être remis en cause, excluant en cela toute considération spécifique, telle le parricide ou l'infanticide, supprimé du Code pénal lors de sa réforme de 1992. Troisièmement, le risque d'affaiblissement de l'infraction criminelle et de sa répression. La spécification de l'infraction et ainsi de sa complexité nouvelle nuirait non seulement à l'efficacité simple de la définition criminelle, mais alourdirait la charge de la probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve de culpabilité à rapporter. Par ailleurs, l'insertion du féminicide en droit français mettrait à jour l'effet contre-productif d'une catégorisation de femmes désormais définie comme, entre guillemets, victimes par principe. Un tel postulat se situerait clairement à l'opposé cardinal de la lutte d'égalité entre les sexes, ce qui n'est pas véritablement le but recherché. Il ressort des articles 221.1, 221.2, 3 et 4 du Code pénal, insérés d'ailleurs au chapitre des atteintes volontaires à la vie de la personne, un ensemble législatif propre à identifier les conséquences de l'animus necandi, c'est-à-dire l'intention criminelle, avec la sanction logique d'une peine de réclusion de 30 ans pour meurtre ou à perpétuité lorsque celui-ci a été commis avec préméditation. De manière complémentaire, le Code pénal retient au visa de l'article 132-77 la qualification de meurtre aggravé lorsque celui-ci est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soient portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle, son identité de genre, vraie ou supposée. Enfin, l'article 132-80 du Code pénal prévoit l'aggravation de la peine criminelle lorsque les faits sont commis par conjoint, concubin, partenaire pacsé, ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire pacsé, incluant le meurtre exécuté en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. C'est déjà ça. Tout d'abord devant le juge d'instruction. En complément de la faculté pour les proches de déposer plainte dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la procédure pénale leur réserve le droit de participer pleinement à cette information judiciaire de la manière suivante.
Tout d'abord, la faculté de pouvoir se constituer partie civile devant le juge d'instruction sous réserve de justifier d'un dommage personnel et direct causé par l'infraction, au visa d'ailleurs de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ensuite, de solliciter leur audition, celle d'un témoin, confrontation ou tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité visant cela l'article 82-1 du Code de procédure pénale. De manière complémentaire, les parties civiles peuvent également obtenir copie du dossier d'instruction par le biais de leur conseil au visé de l'article 114, de saisir la chambre de l'instruction en cas d'inaction prolongée du juge d'instruction visant l'article 221-2 du Code de procédure pénale. De la même manière, les parties civiles peuvent interjeter rappel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ou d'une décision de non-lieu rendue au bénéfice du mis en examen. La procédure pénale confère aux parties civiles des droits identiques à ceux octroyés devant le tribunal correctionnel, avec la particularité de pouvoir solliciter, dans le cadre de la réunion préparatoire au procès, la citation de certains experts ou témoins. Cette prérogative est cependant soumise à l'appréciation souveraine du président ou de la présidente de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire. De la même manière, l'impossibilité pour les parties civiles de récuser les jurés titulaires tirés au sort rappelle sans équivoque le rôle subalterne qui est malheureusement le leur dans le cadre d'un procès pleinement centré sur l'accusé. Malheureusement, il est encore de l'impossibilité pour les parties civiles d'interjeter rappel de l'arrêt rendu sur l'action publique, c'est-à-dire la condamnation pénale à la peine de réclusion, contrairement à l'accusé et au parquet général. Fort heureusement, les parties civiles ont vocation à plaider leur cause dans le cadre des actions publiques et civiles, sollicitant à ce titre la liquidation, entre guillemets, de leur poste de préjudice et la condamnation corrélative du condamné. Pour autant, cette audience n'a que peu d'intérêt pratique, le condamné n'ayant généralement que peu de ressources financières, justifiant à ce titre la saisine préalable de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ou CIVI, et ce par les ayants droit. L'impécuniosité de l'auteur criminel, c'est-à-dire son incapacité à s'acquitter des sommes auxquelles il est exposé, par décision pénale, impose le plus souvent aux ayants droit l'obligation de saisir la CIVI du lieu de la juridiction pénale compétente et aux conditions d'accès définies à l'article 706-3 du Code de procédure pénale. L'infraction pénale doit ainsi relever de faits volontaires commis en France ou à l'étranger et présenter le caractère matériel d'une infraction, en l'espèce le meurtre ou l'assassinat. Les délais sont pour le moins restreints. 3 ans à partir de la date de l'infraction, si aucun procès n'a eu lieu, 1 an à compter de la décision pénale rendue à titre définitif. Il est regrettable à ce sujet que la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, ayant étendu celle-ci de 10 à 20 ans pour les crimes, n'ait pas connu d'équivalence en matière de délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. S'agissant des violences faites aux femmes, d'autres infractions sont spécifiquement retenues. Agression ou atteinte sexuelle, inceste, viol, détention et séquestration, traite humaine et proxénétisme. À la lecture des mémoires produits par les ayants droit de la victime directe décédée, également dénommées victimes indirectes ou par ricochet, et en réponse aux observations du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions, le fameux FGTI, la CIVI rend une décision sur les postes de préjudice sollicités. La qualité de proche s'entend juridiquement de celle d'ayant droit, c'est-à-dire du droit tiré des liens affectifs et patrimoniaux en résultat d'une communauté de vie habituelle et dont le décès a généré un préjudice à la fois personnel, grave et certain. La qualité d'ayant droit inclut tout aussi bien les ascendants, c'est-à-dire les parents, les descendants, les enfants, les collatéraux, frères et sœurs, les concubins et fiancés et les partenaires pacsés. La vocation d'ayant droit induit surtout la capacité à revendiquer l'indemnisation des postes de préjudice tant de la victime directe que de ceux subis personnellement, qu'ils soient moraux et ou patrimoniaux, c'est-à-dire économiques. Les conséquences des blessures dont la victime directe a souffert entre le fait générateur, c'est-à-dire l'acte criminel et son décès, se transmettent dans le patrimoine successoral des ayants droit, victimes directes. 2 cas peuvent se présenter. Tout d'abord, le décès sans hospitalisation.
la victime n'ayant pas subi le trauma somatique, c'est-à-dire le trauma physiologique, ceux du corps humain, et ou psychique, le droit positif considère alors qu'aucun préjudice personnel n'a pu émerger et ainsi être transmissible aux ayants droit. Pour autant, la victime peut avoir eu conscience de l'imminence de sa propre mort avec une douleur et un effroi que l'on peine à imaginer, constitutif d'un préjudice d'angoisse de mort imminente parfaitement autonome des souffrances endurées. Si ce poste de préjudice est soumis à la difficile preuve rapportée d'une telle conscience dans les instants qui ont précédé le trépas, son indemnisation n'est cependant plus subordonnée, et fort heureusement, au décès de la victime directe. Deuxièmement, le décès peut être consécutif à une hospitalisation. Certains postes de préjudice personnel temporaire dont la victime directe aurait été indemnisée si elle avait survécu sont alors transmis de plein droit aux successibles, c'est-à-dire aux héritiers. Il en est ainsi de la gêne temporaire totale partielle, du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne temporaire ou des souffrances endurées. La victime directe peut également avoir survécu un certain temps, permettant la liquidation d'autres postes de préjudice personnel, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel ou d'établissement. Enfin, le calcul indemnitaire est évidemment adapté à la période comprise entre la date de consolidation, c'est-à-dire lorsque celle-ci est fixée par les médecins conseils ou les experts, et celle du décès. L'accompagnement par les proches de la victime directe jusqu'à son décès relève d'une épreuve affective difficile et parfois insupportable. Aussi, le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie est considéré sans confusion possible avec le préjudice d'affection et indemnisé comme tel. Le quantum indemnitaire, c'est-à-dire la somme indemnitaire reçue par les victimes, est variable en fonction de la durée et de la nature des bouleversements intervenus dans la sphère familiale. Ce poste a vocation à indemniser la souffrance morale tirée du décès de la victime principale avec un quantum indemnitaire calculé forfaitairement, évidemment très en deçà de l'affliction ressentie. La jurisprudence propre aux juridictions saisies, aux conditions du décès, à la durée de vie commune, au degré de parenté constitue des variables d'ajustement de l'indemnisation financière avec des écarts parfois significatifs pouvant aller de 20 000 à 40 000 euros. La profondeur affective et ou sentimentale du lien brisé, la nature et l'intensité de l'agression de la victime directe peuvent induire, chez certains proches, un deuil difficilement surmontable. Cette pathologie, entre guillemets, se traduit par une profonde spirale dépressive, assortie ou non d'idées noires et de tentatives d'autolyse. L'autonomie de ce poste est clairement visée dans le corps de la nomenclature d'un TIAC et ne se confond pas avec le préjudice d'affection. La perte d'un ou d'une conjointe mariée ou pacsée, d'un ou d'une concubine induit de nombreux préjudices patrimoniaux ayant vocation à être comptablement indemnisés. Il en est ainsi des frais d'obsèques, des dépenses de santé non remboursés, des frais divers, déplacements, hébergements, paramédical, etc. Le préjudice économique, quant à lui, est tiré de la perte de revenus de la victime décédée et induisant un calcul complexe. Calcul du préjudice économique du conjoint survivant, c'est-à-dire la reconstitution du revenu disponible de la famille par comparaison avec celui antérieurement perçu et déduction faite de ce qu'on appelle la part d'autoconsommation du défunt, permettant d'établir ce qu'on appelle le préjudice annuel économiquement subi. Deuxièmement, et enfin, le calcul du préjudice économique des enfants qui s'obtient à partir du calcul du préjudice économique du conjoint et multiplié par la part d'autoconsommation de l'enfant avec capitalisation à l'euro de rente jusqu'à l'âge de 25 ans. L'augmentation chronique des féminicides relève d'un grave signe d'alarme sociétale. S'il n'est pas ignoré et s'entoure d'une prise de conscience générale, son traitement pénal n'est parfois pas à la hauteur de toutes les lâchetés dont leurs auteurs sont capables.